Bonjour à tous, bienvenue sur ce dernier normalement live Facebook de débriefing de la COP25, de la présence en tout cas des jeunes CDH à Madrid. Et je vais peut-être me rapprocher parce que je suis vraiment désolée, le son hier était vraiment dégueulasse. Vous êtes nombreux à me l'avoir signalé, ce qui est quand même positif, ça veut dire que vous êtes nombreux à avoir essayé de le regarder. Donc j'espère que la captation aujourd'hui sera meilleure vu que de toute façon normalement ici il n'y a pas trop de bruit, donc ça devrait aller. Alors aujourd'hui, ce qui a été particulièrement éclairant, c'est que on a rencontré Monsieur Hamon, qui fait partie de la délégation belge qui est autour de la table de la négociation au sein de la COP. Donc il y a des gens comme nous dans la délégation qui sont là bien pour ramener en Belgique toute une série d'initiatives positives et pour faire part de ce qui se passe au niveau associatif, non gouvernemental, etc. Et puis comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a des gens qui formellement négocient les différentes modalités de l'accord de Paris. Et donc on a rencontré M. Hamon qui fait partie véritablement des négociations et qui nous a un petit peu fait le topo de où en était la situation. Alors, où est-ce que ça en est concrètement au niveau de la COP25 ? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que on est dans un contexte global où donc on est post-Kyoto, on est théoriquement post-accord de Paris, sauf que toutes les modalités n'ont pas encore été adoptées. Donc même s'ils ont négocié au sein des accords de Paris les grands principes, il y a toute une série de détails qui n'ont pas été négociés, et c'est notamment ici le cas. Donc il y a par exemple l'article 6, je vous dérange franchement j'enregistre. Donc il y a notamment genre l'article 6 qui doit être négocié, en fait, qui réglemente le marché du carbone. Donc, dit comme ça, ça peut paraître assez technique, mais donc réglementer le marché du carbone, ça vient du fait que les États déterminent eux-mêmes quel est l'effort qu'ils doivent faire en termes de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, vu que les États déterminent eux-mêmes quel est l'objectif qu'ils doivent atteindre, eh bien, ils sont encouragés par un marché, qui est un marché d'offres et de demandes libéral, entre guillemets, tout ce qui est plus standard. Ils sont encouragés à dépasser les objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés, parce que dans ce cas-là, eh bien, ils peuvent revendre à d'autres pays plus pollueurs leurs droits d'émission. Et donc, ce qui, en fait, rapporterait de l'argent aux États. Donc, ce qui est quand même assez malin, c'est qu'ils ont négocié un système où les droits d'émission, eh bien, en fait, plus tu es écolo, plus tu diminues tes émissions de gaz à effet de serre, eh bien, plus tu peux potentiellement gagner de l'argent en le revendant à d'autres gros pollueurs. Donc, c'est déjà très malin et très encourageant quand on connaît comment fonctionne, disons, la géopolitique et les relations internationales. Donc ça, c'est le premier élément. Ils doivent négocier les modalités précises de ces droits d'émission et du marché du carbone. Ils doivent négocier, par exemple, qu'est-ce que ça vaut en termes de tonnes le fait de replanter une forêt. On a eu un exemple à midi qui nous expliquait qu'il y avait des pays qui replantaient genre autant d'hectares de forêt et qui disaient moi je revendique de pouvoir revendre autant de tonnes et autant de carbone parce que ça va valoir autant à l'avenir, et donc ça va être un puits de carbone qui va permettre de diminuer mes émissions, et donc je dois pouvoir revendre ça. Sauf qu'in fine on se rend compte que peut-être que la forêt n'a pas très bien pris et que que ça ne répond pas aux attentes qui étaient prévues à l'initiale, parce que scientifiquement c'est un petit peu plus bancal de prévoir à quoi ressemblera une forêt dans 5 ou 10 ans par exemple. Donc c'est par exemple le genre de détail qui doit être régulé. C'est un exemple parmi plein d'autres, et donc ce genre de détails techniques et scientifiques sont négociés dans une première conversation. Il y a par exemple la question de la bulle des pays de l'Est ex-URSS qui est aussi négociée, parce que donc suite à la chute de l'URSS, et c'est vraiment marrant parce que donc la délégation du CDH qui a été envoyée, je crois qu'aucun de nous n'a connu l'URSS, et donc c'était vraiment marrant de voir qu'il y a encore des enjeux aujourd'hui par rapport à des faits politiques qui peuvent nous paraître quand même assez anciens. Mais donc quand il y a eu la chute de l'Union soviétique, eh bien il y a eu un genre de création de droits d'émission un petit peu artificiels
parce qu'il y avait des pays donc, qui soudainement devenaient des pays à part entière et indépendants, qui avant étaient comptés comme faisant partie de l'URSS. Et ces pays-là se sont retrouvés avec toute une série de droits d'émission, alors que de facto, ce n'étaient pas des pays qui étaient véritablement émetteurs de gaz à effet de serre et qui n'étaient pas réellement pollueurs. Et évidemment, tous ces pays, et loin de nous l'idée d'en pointer un du doigt en particulier, c'est toute une série de pays, revendiquent cet héritage de Kyoto et revendiquent le fait de pouvoir maintenir le droit d'émettre des gaz à effet de serre et donc revendiquent ces droits d'émission aussi et veulent que ce soit maintenu dans l'application de l'article 6 de l'accord de Paris. Sauf que le problème, c'est que si on commence à récupérer des anciens droits d'émission et qu'on les maintient dans cet accord actuel, eh bien il y a toute une série de biais et d'abus qui existaient sous Kyoto, qui vont en fait de facto être maintenus, quoi. Et donc il y avait toute une série, attendez, je vais reprendre mes notes pour pas vous dire de bêtises, mais donc il y avait toute une série de side effects qui n'avaient pas été compensés, enfin qui n'avaient pas été, comment dire, anticipés et corrigés, et donc on ne peut pas reprendre sous les mêmes conditions ni des anciens droits d'émettre des gaz à effet de serre sous un nouveau traité à l'heure actuelle. Par exemple, il y a des pays, rien à voir avec l'URSS cette fois, complètement un autre endroit dans le monde, il y a certains pays, notamment l'Arabie saoudite, qui veut pouvoir valoriser les gigawatts qui sont transformés comme venant de l'énergie non renouvelable, donc, ou du fossile, vers des énergies renouvelables. Et donc, c'est un peu particulier, en tout cas l'Union européenne est fermement contre, parce que ça voudrait dire que à partir du moment où on ne crée plus de l'électricité avec des énergies fossiles et qu'on passe par exemple à de l'éolien, ça donnerait aux pays donc, le droit d'émettre plus de CO2. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas de lien entre le fait, c'est une bonne chose de passer d'une énergie fossile à une énergie verte, c'est pas pour autant que ça veut dire que soudainement tu peux polluer plus. Donc il y a voilà, toute une série de... Ils appellent vraiment ça des side effects qui doivent être pris en compte dans la nouvelle négociation de cet article 6 et des modalités d'émission du CO2. Alors à l'heure actuelle, donc on nous a dit qu'on est assez tôt quand même paradoxalement dans la COP parce qu'on est donc mercredi si je ne dis pas de bêtises, et donc vu qu'on est que mercredi, tout le monde est encore un petit peu ferme sur ses positions et c'est en général le dernier jour voire les dernières heures que les lignes bougent un petit peu et donc pour l'instant en fait il y a des blocs, donc la Russie, les États-Unis, certains pays qui ont énormément de ressources fossiles, donc des pays du Moyen-Orient, etc. Et il y a l'Union européenne qui chacun reste sur des positions très fermes et qui ne bouge pas beaucoup, un petit peu sur certains détails et des avancements, mais globalement pour l'instant on a un maintien très ferme des positions d'un côté et de l'autre. Et on devrait normalement avoir un peu plus de nouvelles, par exemple demain ou dans les jours qui arrivent. Donc on nous a expliqué que c'était entre guillemets normal dans une négociation d'une COP, c'était dans les dernières heures, voire dans les derniers jours, que les lignes de la négociation bougeaient véritablement. Alors à part cet article 6, il y a un deuxième élément. En fait, selon ce qui est négocié dans l'article 6, donc selon les modalités dans lesquelles on peut acheter ou vendre des droits d'émission, il y a quelque chose qui est très important et qui doit être rendu en 2020 qui s'appelle les NDC, donc c'est les Nationally Determined Contributions, donc c'est les contributions à l'effort pour sauver la planète en gros, qui sont déterminées de façon nationale, donc par les pays, et donc ce sont en fait des objectifs qui doivent être rendus pour l'année prochaine, pour 2020, par les pays eux-mêmes. Et donc ces NDC en fait, donc, vont être rendus l'année prochaine, et lors de la COP de l'année prochaine à Glasgow, ils vont faire en fait une énorme synthèse de tous les NDC, donc de tous les objectifs autodéterminés par les États, et ils vont voir en fait si avec tous ces NDC, si toutes ces ambitions personnelles des États permettent d'atteindre l'objectif du 1,5 degré
maximum de réchauffement de l'atmosphère. Et donc, a priori, non. A priori, les États n'iront pas assez loin. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de savoir si les États pourront les uns et les autres, et dans une petite mesure, parce qu'on ne peut pas ne rien faire pour le climat et tout racheter quand on est un pays super riche. Donc ça, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a qu'une petite partie de ton effort où tu peux compenser un petit peu en rachetant des droits d'émission à d'autres pays. Donc voilà, selon ce qu'ils vont négocier cette année dans l'article 6 et selon les modalités de rachat, eh ben, ils seront plus ou moins ambitieux l'année prochaine quand il faudra voilà, rendre, en tout cas dans les mois prochains, quand il faudra rendre les NDC et quand ils feront la synthèse. Donc ça, c'est le deuxième élément. Il y a quelque chose où on nous a un petit peu parlé du fait qu'on en parlait moins dans l'actu, en fait pour ainsi dire pas dans les médias. C'est un autre, entre guillemets, document qui doit être déterminé lors de cette COP. C'est le document de Long Term Strategy. Et donc c'est un document beaucoup plus politique, peut-être moins technique, qui explique quelle est pour chaque État sa vision à long terme de son investissement et de son engagement sur beaucoup plus d'années, sur des délais beaucoup plus longs qu'un gouvernement par exemple, ou sur des délais beaucoup plus longs qu'une COP. Et donc voir sur le long terme comment est-ce que les différents États veulent s'investir. Donc ça c'est un élément qui est un peu passé sous silence, mais voilà, qui est aussi important ici, qui était à mettre en avant au sein de la COP. Attendez, je crois que j'ai encore d'autres éléments à vous dire. Oui, il y a quelque chose qu'il faut savoir et que, enfin, personnellement, je ne savais pas, c'est que, en fait, au niveau de la COP, ils négocient les objectifs. Donc, ils négocient à 2030, on doit diminuer par 2 dans le monde entier. Donc, pour l'ensemble de la planète, pour 2030, on doit diminuer de 50% donc nos émissions de gaz à effet de serre. Pour 2050, on doit les diminuer de 100%, c'est-à-dire qu'on doit être, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on doit être neutre, c'est-à-dire qu'on doit en émettre autant que la planète est capable d'absorber, si j'ai bien compris. Mais donc, ça, ce sont les objectifs fixés. Mais comment est-ce que techniquement les États y arrivent? Ça, c'est quelque chose que la COP ne traite absolument pas. Donc là, il y a des side events, il y a des événements et il y a toute une série de conférences, il y a plein d'associations qui ont des idées sur cette question-là. Mais en fait, la COP en elle-même, la conférence des parties, eh bien, ne détermine pas les modalités que les États doivent mettre en place pour atteindre les objectifs. Et donc, ça fait partie de la souveraineté nationale, quoi. Et donc, c'est assez intéressant, mais à la fois assez bizarre en tant que citoyenne normale ou en tant que quelqu'un qui comment dire, découvre ça pour la première fois. Moi, c'est ma première COP et c'est la première fois que je suis à ce point versée dans cette matière qui est pour moi relativement nouvelle. C'est assez particulier parce qu'on fixe ces objectifs et après on se dit mais comment vous y arrivez, entre guillemets, c'est pas notre problème, parce que oui, il y a la souveraineté nationale et donc juridiquement vous devez vous-même décider, mais je crois que c'est un petit peu, mais bon ça reste mon avis personnel, mais c'est un petit peu hypocrite de ne pas surveiller, entre guillemets, quelles sont les méthodes qui sont mises en place dans chaque État, parce que après, il faudra pas venir pleurer si, oh mon Dieu, surprise, 2030, la moitié des pays du monde n'ont pas atteint leurs objectifs. Ben non, mais si on n'a pas surveillé qu'ils mettaient véritablement en place des moyens pour le faire, évidemment, faudra pas venir se plaindre, quoi. Donc voilà, au niveau du contexte général, voilà, il faut comprendre qu'il y a une discussion, il y a deux discussions en parallèle. Il y a les discussions des techniciens, qui est la discussion des gens qui sont en Belgique dans l'administration, dans les SPF Climat et compagnie, et qui eux sont en train de négocier les détails techniques et les modalités. Donc c'est une note d'une grosse cinquantaine de pages sur les modalités techniques de l'article 6, du long term strategy, etc. Et en parallèle de ça, il y a une négociation plus politique avec les ministres qui viennent d'arriver aujourd'hui, donc pour les ministres belges. Et d'ailleurs, c'est pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, mais c'est la première fois que nos 4 ministres du climat se rencontrent, c'est ici.
Donc je sais que les gouvernements sont pas forcément installés depuis longtemps, mais bon, c'est quand même assez interpellant, voilà, de se dire que c'est la première fois qui se sont rencontrés, parce qu'on manque vraiment, voilà, à ce niveau-là d'une vision globale. On nous a aussi parlé des difficultés que la Flandre pouvait amener à la situation belge. Donc au niveau de la délégation belge, il y a quand même beaucoup de néerlandophones. Mais voilà, la question se posait de dire, en fait, la Belgique, sur ces dernières années, avait eu de très bons résultats en début de calcul de la période. Et là maintenant, avec l'ambition de la Flandre qui est peut-être un petit peu moins affirmée, c'est le moins qu'on puisse dire, devra tout juste faire la moyenne et devra peut-être racheter des droits d'émission déjà à l'heure actuelle pour pouvoir pour respecter ses obligations climatiques. Et donc voilà, c'est relativement inquiétant de se dire que dans l'Union européenne, qui est vraiment, je ne sais pas si on peut dire mais clairement un des moteurs les plus puissants en termes de préservation du climat. On a été discuté dans le cadre de la Blue COP, donc dans le cadre des océans et de la montée du niveau de la mer. On a été discuté avec notamment une association qui vantait vraiment beaucoup le positionnement de l'Union européenne, qui trouvait très ambitieux de leur point de vue, étant un État au milieu du Pacifique. Et donc voilà, enfin bref, on a une Union européenne qui est très volontariste sur la question, qui a une position quand même assez ferme, et puis on a une Belgique qui est depuis quelques mois un petit peu balbutiante et moins claire et moins ambitieuse qu'elle pouvait l'être auparavant. Donc voilà, c'est un peu étonnant, et c'est surtout du côté flamand. Mais donc voilà, c'était assez technique, donc j'espère que vous avez tout compris. Donc je suis désolée, j'ai pas de paperboard ou quoi que ce soit pour vous faire des petits schémas, mais donc essentiellement vous pouvez comprendre qu'ici on négocie l'article 6, la long term strategy, et qu'il y a une discussion technique qui est en train de se faire et politique, et que selon ce qu'il y est déterminé dans l'article 6 comme condition de vente des émissions, eh ben, l'année prochaine les États qui détermineront eux-mêmes leurs objectifs seront plus ou moins ambitieux selon les conditions qui auront été validées lors de cette COP. Voilà, j'espère que c'est accessible pour tout le monde. Il y aura encore des vidéos qui seront postées dans les jours qui arrivent avec d'autres focus que vous n'avez pas encore vus au niveau de la COP. Et ben voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié. Donc on part demain, probablement début d'après-midi ou milieu d'après-midi. J'espère que vous avez quand même apprécié de pouvoir suivre peut-être un petit peu différemment ce que c'est qu'une COP, parce que je crois que comme vous, je l'entends depuis des années au JT, puis politiquement je suis un petit peu ce qui s'y fait, et c'est vrai que je pense qu'on ne se rend vraiment pas compte de tout ce que ça amène, et donc c'est très intéressant de voir qu'en fait c'est beaucoup plus que juste une réunion un peu obscure. On se demande un petit peu qu'est-ce que c'est que ce truc, parce que tout le monde a entendu la marque, les chiffres changent tous les ans et pourtant on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Et donc voilà, j'espère que l'expérience de vivre la COP comme si vous y étiez des jeunes CDH vous a plu. Donc on est ici dans la délégation aussi également avec le président des EDH qui est Ismaël Nuino, et je sais que les EDH donc vont enchaîner avec un live juste après, donc sur la page des EDH. Donc vous pouvez juste taper les EDH, EDH, 3 lettres, dans Facebook, et retrouver Ismaël en live juste après. Donc voilà, je vous embrasse très fort et n'hésitez pas à interagir et je répondrai ici de la soirée. Voilà, bye bye!